Alors, comment en est-il? Ça y est, on est lancé. C'est parfait. Je vais couper le son du retour du live. Ok. Hop, ça frotte sur... C'est désagréable, voilà. On va pouvoir mettre un petit peu de musique. Alors, est-ce que... Hop là, pardon, on remet au début. Hop là. Est-ce que je peux monter un peu le son pour vous? C'est plus agréable. Si je vous montre le son, qu'est-ce que ça donne en direct du coup? Voilà. Hop là, je baisse ça. Je me rends pas compte du tout ce que ça donne. Bon, écoutez, ça doit être pas trop mal, je crois. Je crois que ça doit être pas trop mal. Je vais dans mes oreilles baisser le son pour que je puisse m'entendre un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vous fais écouter? Je vous fais écouter... je vérifie... Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Au pire, tant pis. Écoutez, tant pis. Donc je vous fais un petit coucou, salut. Je vous fais écouter du Brahms. Brahms que j'aime beaucoup, c'est le Brahms Concerto à 8 mains. Pour piano et orgue, qui a été enregistré à la cathédrale d'Angers il y a maintenant quelques années, hein, je sais plus, en 2010 ou 2011, peut-être un peu plus, peut-être 2013-2014, je sais plus, bref. Sacré boulot, j'aime beaucoup Brahms, c'est mon père qui m'a fait découvrir Brahms, et voilà, c'est... Voilà, pardon, je souffle sur la poussière qui est tombée sur ce socle de figurines. Donc, mon petit objectif ce soir, c'est de considérablement avancer la peinture de cette... comment on appelle ça déjà, créatures qui sont un mix de plein d'autres créatures. Alors, du chaos, machinette du chaos, manticore, voilà, une manticore. Donc voilà, l'objectif ça va être de monter, d'augmenter la peinture très significativement de cette figurine. Hop là, alors qu'est-ce que je prends? Langue de chat 420, on va prendre ça, langue de chat 420. Donc mon choix de peinture sur cette figurine, c'est d'en faire un lion blanc. En fait, j'aime beaucoup faire des associations de couleurs et des schémas de couleurs j'allais dire antinomiques, mais est-ce que c'est le mot contraire, on va dire, contraire au genre initial des... au genre initial de l'armée, c'est-à-dire que je suis en train de monter une armée et j'ai pensé à une liste de Slave to Darkness en faisant en fait une espèce d'armée bretonnienne. Donc bon, effectivement, je ne peux pas faire grand-chose pour les crânes qu'il y a partout, mais je peux au moins bordel de... Voilà. Je peux au moins donner un petit genre graphique général qui me convienne. Alors, où est-ce qu'on en est sur ce pot de peinture? Ça fait plusieurs semaines... Hop là, j'espère que ça fait pas un son trop désagréable. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas peint. Donc malheureusement, la peinture a pu éventuellement sécher. Alors vous allez constater que j'ai des réflexes de peinture très 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 mauvais. Aussi mauvais que mes propres capacités en peinture elle-même. Voilà. Et donc l'objectif ici, ça va être de... comment ça s'appelle? De faire une armée, c'est ça, dans des tons plutôt lumineuses, et qui rappellent un style un peu bretonien. Alors là, vous allez me dire, le lion blanc, c'est le lion blanc de Grasse, ou de Schrass, je sais pas comment vous souhaitez le prononcer, pour les... comment il s'appelle? Pour les hautes elfes à l'époque.
ceux qui ont été renommés à Elf aujourd'hui. Alors oui, là je suis désolé, ma webcam ne rend pas justice à la figurine en elle-même. Hein. Je vais pas parler de la justice qui peut être rendue à ma piètre qualité de peinture. Mais que voulez-vous que je vous dise voilà, bon pour ce soir, de toute façon je suis tout seul sur mon stream comme d'hab. Vous allez me dire, mais ça fait que quelques jours que j'ai commencé, donc j'ose espérer que les différents sujets, les différents projets que je fais vous plairont et vous donneront envie de communiquer et de vous-même partager sur cet environnement vos propres idées et commentaires. Donc c'est pas grave. De toute façon, ce soir, il y a tellement de choses qui sont en live simultanément. Il y a Az l'épouvantail qui présente sa... comment on appelle ça ? Qui présente sa culture de... sa vidéothèque, sa culture de DVD, de Blu-ray et tout ça, de films d'horreur. Il y a, il me semble, comment il s'appelle, Benzaï, qui est en live aussi pour faire un tournoi de Mario Kart avec ses potes. Et il y a bien sûr cette nuit sur la WWE qui va se jouer un event, un pay-per-view. Et du coup, eh bien, la chaîne CSL Catch est en live pour pouvoir eh bien, faire la promo de l'événement. Enfin, ils font pas vraiment la promo, disons qu'ils parlent du sujet, ils parlent de plein de choses. Ils sont également en train de fêter les 6 ans de leur chaîne. Félicitations à eux. Et du coup, au début, si je m'étais pas lancé dans ce projet de faire du stream, j'aurais sans doute passé la soirée à peindre en les écoutant. Mais je préfère me consacrer à mes nouveaux projets et des projets que je souhaite, entre guillemets, pérennes. Donc voilà. En fait, j'ai constaté qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui étaient à 100% consacrés à Games Workshop et à leurs univers sur Twitch et sur tout ça. Par exemple, Dawn of War, j'ai vu que là hier c'était surtout streamé par des Russes. Avec bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui les suivent, vous me direz, hein, du coup, hein, enfin pas en francophone en tout cas, c'est sûr. Donc voilà. Hier, j'ai eu des messages très gentils d'un abonné francophone français sur ma chaîne YouTube. Comment il s'appelle ? Je vais le saluer. Ça sera plus poli. Il s'appelle... J'pousse de plomb. Voilà, et j'ai vu que sur sa chaîne que J'pousse de plomb qu'il il faisait beaucoup de Blood Bowl, et c'est moi aussi un jeu que j'aime beaucoup. Alors je l'avais sur mon ancien PC et j'ai paumé la boîte de jeu. Je pense que je vais tout simplement le racheter avec tous ses DLC sur Steam, comme ça voilà. Alors vous me direz, en fait, sur Steam on n'achète pas vraiment les objets, hein, on les a... On exploite, on a un usufruit temporaire tant que la plateforme existe. Hein. Le jour où Steam se casse la gueule, tout ce qu'on a pu acheter dessus, on le perd. Hein. Soyez pas surpris. Hein. Bon, bref. Je doute fort que Steam se casse la gueule étant donné le succès de la plateforme depuis tant d'années déjà. Voilà. Alors je vous présenterai bien sûr la liste d'armées qui vient avec ce thème de Slave to Darkness bretonien. Donc bien sûr ça va avec le titre, hein. C'est une armée qui est basée sur la cavalerie, mais pas que. Le principe aussi c'est donc de reprendre le côté bretonien avec les croyants et les fanatiques et tout ça. Du coup, je ne suis pas parti sur une
une truc de colère, machin, je sais plus quoi, là, sur le troisième... je ne suis pas parti sur le troisième bataillon des Slaves to Darkness, celui qui rajoute des dégâts à l'impact de la charge des troupes de cavalerie. Je suis parti sur le second bataillon qui est l'Ire Divine, qui nécessite d'avoir au moins un, j'allais dire shrine, mais est-ce que c'est ça le terme shrine? Je l'ai plus en tête. Le truc de prière, là. L'hôtel de prière qui se déplace sur deux géants, enfin deux hommes, deux mutants, là, deux hommes mutants. Donc voilà. Voilà ce sur quoi je me base. Et bien sûr, l'idée va être de jouer en armée ravageur pour pouvoir faire venir avec les points de commandement à chaque tour des unités, donc soit des unités de cavaliers maraudeurs, soit des unités de fanatiques, on va les appeler comme ça, de troupes de Warcry. Et en l'occurrence, les troupes de Warcry que j'utilise, ce sont les Unmade, parce que je trouve que ce sont les plus intéressants en termes de stratégique de gameplay, très clairement. Déjà, ils mettent un malus au moral, ce qui est toujours une compétence qui est agréable, notamment parce qu'en fait, ça force l'adversaire en permanence à faire attention à ça, alors que très souvent, on se dit, bon, je m'en fous, le moral, j'ai qu'à protéger une unité de temps en temps contre le test, et puis ça va, alors que là, pas le choix, il va être obligé de le faire à chaque fois, parce que sinon il risque de le payer cher. Et l'autre truc, effectivement, c'est leur fameuse compétence qui fait que à 3 pouces de L, on peut... Alors attendez, je viens de recevoir une alerte. The Forest. Oui, bon, ça attendra. Cette fameuse compétence qui empêche les unités à 3 pouces de L de se replier, qui est vraiment une compétence très 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 pratique. Pas que pour tuer du Skinks, d'ailleurs c'est pas la seule unité entre guillemets savonnette, si je puis me permettre, du jeu, mais voilà, et en fait tout ça fait que c'est des unités qui coûtent 70 points, qui sont, bon, leur impact au corps à corps est secondaire, je vais pas dire minime, mais secondaire quand même, et sans aucun doute que, voilà, c'est pour leurs compétences... pour leurs compétences, leurs aptitudes qu'on les prend. Et je trouve que leur côté, justement, on porte des masques en cuir et tout ça. Et leur côté moitié à poil, moitié torturé avec des clous plantés dans le corps et tout, en font des fanatiques tout à fait convaincants. Et voilà, ça donne une image, je trouve. Je vais avoir les chevaliers, je vais leur faire des jolies armures rutilantes, avec un schéma de couleurs majoritairement sur du bleu, mais avec un petit peu de vert et de rouge de ci, de là, pour donner quelque chose de lumineux, de coloré. Et je vous filmerai ça avec mon caméscope plus tard, une autre fois, un autre jour, tout simplement parce que là, je suis sur la peinture et que du coup c'est ma webcam qui fait le taf. Et cette webcam, comme vous le voyez, je l'ai déjà dit, n'est pas super... elle n'a pas une résolution monstrueuse. Il faudrait être patient pendant quelques semaines, exactement un mois, parce qu'on est le 22, et voilà, ce sera un petit cadeau que je me ferai pour Noël. Et là, la fin du mois est un peu compliquée financièrement, donc ça ne viendra pas maintenant d'avoir une nouvelle webcam pour mettre en valeur davantage ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de la peinture. La webcam que j'ai actuellement est suffisante pour capturer mon visage dans un petit angle quand je suis en train de streamer des jeux
ou ne serait-ce que pour éventuellement faire du conversationnel le jour où j'aurai un public plus actif. Là, je suis tout seul comme un espèce de taré à parler dans ma chambre. Enfin, dans ma chambre, à mon bureau. Et en écoutant du Brahms, et Brahms c'est extraordinaire. Brahms, c'est un génie. Bon, on pourrait dire ça de beaucoup de compositeurs hein, de musique... qu'on appelle ça aujourd'hui, on appelle ça de la musique scientifique, c'est ça de la musique moderne scientifique, je sais plus comment on appelle ça exactement. Comme s'il y avait une musique ancienne scientifique, je veux bien qu'on m'explique ce que ce serait alors. Et scientifique, parce que je n'ai pas, je sais rien, je vais pas inventer pourquoi je saurais, je sais pas. Si quelqu'un a une expertise sur le thème, ou même qui veuille copier-coller ce qui est écrit dans Wikipédia, eh ben, amusez-vous. À chaque fois que je parle de ça, je repense à la vidéo d'introduction. Bon, j'ai changé de sujet, hein, on reparlera de mon armée juste après. Je repense à la vidéo d'introduction qu'a fait Link the Sun sur donc, la musique classique, où il fait un top 20 des compositeurs. Et il met en 20e ou je sais plus entre 20, 18 et entre 20 et 18, je sais plus, ou 19e, voilà. Il met Vivaldi à cette position-là. Et puis plus bas dans le classement, enfin dans un plus proche du top 1, il met d'autres compositeurs. Et en fait, je pense qu'il n'a pas... Bon, vous me direz, c'est un classement très personnel, mais pour moi, c'est une aberration de positionner Vivaldi à cet endroit-là. Bien entendu, il n'a pas fait que, et fort heureusement, il n'a pas fait que les 4 saisons, même si c'est son œuvre de très loin la plus connue. Mais pour moi personnellement, Vivaldi est mon compositeur de musique classique de chœur. Hein, quand je dis de chœur, je parle pas du chant en chœur de chorale. Je parle vraiment de moi, de ce qui me touche le plus, de ce qui me fait vivre le plus de choses, juste devant Brahms. Après, il y a Brahms, bien entendu. Et effectivement, bien sûr que le plus grand de tous est Beethoven. Et sans doute que le numéro 2 est sans aucun doute Mozart. Et qu'on pourrait mettre Bach. Bach, moi, personnellement, je le mettrais, par exemple, en numéro 4. Parce que le numéro 3, pour moi, c'est Vivaldi, sans aucun doute. Et je pense qu'en fait, trop de gens en fait le réduisent à quelques œuvres alors qu'il a fait une quantité d'œuvres incroyables, monstrueuses. Il faut quand même savoir qu'un homme comme Bach révisait sa musique sur du Vivaldi. C'est-à-dire que c'est pas anodin. Aujourd'hui, on parle de Bach comme étant l'homme sur lequel il faut faire ses gammes parce que ces partitions sont juste d'une propreté, d'une netteté et d'une harmonie incroyable, etc. C'est absolument vrai. Et bien sachez que cet homme, lui, il n'avait pas du bac pour s'entraîner, puisque c'était lui, et bien il bossait ses gammes sur du Vivaldi. Donc c'est pas anodin comme information. C'est pas anodin du tout. Et voilà, donc Vivaldi, si vous avez l'occasion, il a fait des pièces et des morceaux incroyables, que ce soit pour le chant, ou pour... il a fait plus des concertos et de la musique de chambre, hein. Effectivement, Vivaldi, il a quasiment pas de pièces pour orchestre, enfin quasiment pas, il en a beaucoup moins que d'autres, hein. Mais néanmoins, son expertise est indéniable. Et pour cela... Moi, j'attends une réhabilitation, du travail de cet homme, et je le reconnais, malgré le fait que le bougre soit roux. Et oui, et ça, c'est un argument à prendre en compte, hein, la couleur des cheveux. Et ouais, là, ça c'est terrible, hein, c'est une catastrophe. Hein. Le blond vénitien, terrible, terrible, terrible. Hein.
Terrible. Pauvre homme. Pauvre homme. Alors là, ça... ouais. Non, mais vous avez raison, en fait. Oubliez tout ce que je viens de dire. Hein. Voilà, il avait des cheveux roux. Non, c'est une catastrophe. Hein. Non. On l'écoute pas, le type. On l'écoute pas. Hors de question. Il aurait mieux fait de se raser le crâne et de se faire pousser la barbe comme moi. Bon, trêve de humour. Malgré la qualité extraordinaire de mon humour, vous noterez, hein, je suis quelqu'un de très très drôle. Donc voilà, parlons de cette armée de Slave to Darkness, donc basée voilà, sur le concept de lyre divine. Ça fait longtemps que j'aurais dû faire une vidéo pour parler des Slave to Darkness, pour dire qu'effectivement je suis un peu emporté sur eux. J'en pense pas moins, hein, sur le fait que pour moi c'est une armée qui est sortie 2 semaines trop tôt, et je trouve que la sortie après de la colère de l'élu éternel, avec les règles qui sont dedans, et notamment le bataillon de Be'lakor qui est dedans, qui n'avait pas de raison d'être spécialement dedans, en fait, en vrai. Hein. Pour moi, c'était vraiment l'évidence même de ce que j'avais déduit en lisant le livre des Slave to Darkness. C'est un bataillon, celui de Be'lakor, qui aurait dû être dans le bouquin des Slave to Darkness dès sa sortie, et s'il y était pas, c'est parce qu'ils ont sorti le bouquin trop tôt, parce qu'ils le voulaient pour Noël. Et bon ben voilà, il l'assume. Je trouve que dedans, il y a des concepts qui sont mal pensés, en l'occurrence, toutes les synergies qui concernent les cultistes, le concept des cultistes, ben voilà, ça pour moi c'est une évidence qu'ils se sont... Il y a un manque de boulot, il y a un manque de temps, de réflexion. Quand on voit justement le fonctionnement aujourd'hui des aptitudes de commandement, eh bien, c'est sûr et certain que l'aptitude de commandement de Logrin, là, d'Aren, là, comme il s'appelle, de Logrin, j'oublie son nom, le mercenaire de corps à corps, là, le chef des cultistes. Bon, j'en ai marre de chercher mes mots, donc je vais chercher directement à Game Workshop. On ouvre le site, Grande Alliance Chaos, Slave to Darkness, tout voir. Comment il s'appelle, Logrin? Logrin Myrmidon, voilà, donc le concept de cet Logrin Myrmidon, clairement en termes de caractéristiques, c'est une évidence que son aptitude de commandement, elle est peu intéressante, hein, immuniser à la bravoure les troupes autour de machin truc, on s'en fout quoi. En vrai, on s'en fout complètement. D'immuniser les cultistes à la bravoure. Pour moi, l'évidence même, ça aurait été de lui donner un truc du genre... je vais vous dire exactement une aptitude très proche, mais qui aurait été vraiment... qui aurait été, pour le coup, je pense, utile. Ça aurait été comment ça s'appelle ? Ça aurait été qu'il puisse utiliser l'une des aptitudes de commandement génériques gratuitement à partir du moment où elle cible une unité de cultistes. Et là, du coup, ça fait que, à chaque tour, ils peuvent utiliser une aptitude de commandement qui coûte 50 points, mais gratuitement, sur des unités qui sont quand même assez secondaires. Du coup, ça rend le truc un peu intéressant, vous voyez, ça équilibre, parce que c'est quand même des unités qui sont très secondaires. Donc on va, a priori, à part pour le fun, on va pas baser des armées de Slave to Darkness dessus. Elles sont là pour filer un petit coup de main dans certaines prises d'objets ou certains trucs un peu stratégiques. Sachant qu'en plus, l'autre truc qui me déplaît fortement, c'est qu'il n'y a absolument aucun bataillon qui les met en valeur. Et quand je parle de bataillon qui les met en valeur, c'est qu'en fait, il n'y a aucun bataillon qui permet de les prendre, et du coup de faire des pauses d'unités dans ces bataillons. Voilà, chaque fois qu'on les prend, qu'on prend les cultistes, en plus, ils sont hors bataillon. Donc en fait, ils ont vraiment pas grand-chose pour eux. J'allais dire rien pour eux, mais non, ils ont pas grand-chose pour eux. Et ça, c'est chiant. Je me permets de le dire, voilà, je suis vulgaire, je trouve ça chiant. Donc, les figurines sont sympas. Toutes, elles n'ont pas forcément des règles hyper folles, ils n'ont pas des stats incroyables, donc, et en plus, il y a très peu de trucs qui les synergisent de façon intéressante.
Et alors vous allez me dire, ça fait doublon avec le truc de Myrmidon dont je vous parle, ça fait doublon avec l'une des aptitudes de commandement des ravageurs. Oui, on s'en fout. On s'en fout. Pas grave que ça fasse doublon. Au moins ça rend le Myrmidon intéressant, c'est une figurine qui est vraiment jolie. Ils ont la classe les Myrmidons, que ce soit celui de Tsench, l'ogroïde Thaumaturge, l'ogroïde Myrmidon, elle est classe la figurine. En plus ça donne vraiment envie de faire des conversions. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook le gars qui a fait une conversion de son ogroïde avec un dragon ogre pour en faire pour faire en fait une espèce d'ogroïde centaure et en faire on appelle ça un élu, un démon élu, un prince démon. Et ça a de la gueule, c'est grave cool. Il s'est donné du mal pour faire sa conversion, elle est vraiment sympa. Il l'a montré plusieurs fois sur Facebook, l'avancée de sa peinture et tout ça. Et il a eu raison, ça avait vraiment de la gueule. Sur le coup, je me suis dit, c'est tellement cool que j'ai envie de faire pareil, quoi. C'est une superbe conversion de Prince Démon de Corne. Donc voilà, c'est vraiment trop dommage qu'aujourd'hui, ces figurines, on ait presque envie de l'avoir sur la table convertie, parce que ces règles de base, elles sont pas folles. Voilà, je le répète, elles sont pas folles, elles donnent pas très envie de le jouer. Et c'est vrai qu'on est un peu toujours partagé entre jouer des figurines parce qu'on les trouve jolies et jouer des figurines parce qu'elles sont fortes. Et quand on s'est pris, permettez-moi l'expression, 2-3 branlés par les copains dans notre cave, avec notre plateau de jeu posé sur la cuisine, la table de la cuisine de ma main, ou à notre club, les figurines qui sont jolies ont fini par... Enfin, celles qui nous plaisent, je parle pas de jolies d'un point... Voilà, celles qu'on a achetées parce qu'on les trouvait jolies, on commence à les mettre sur l'étagère pour qu'elles prennent la poussière, et puis on finit par acheter les figurines qui sont efficaces, même si on trouve qu'elles sont moches. Alors après, je vous le dis à nouveau, l'aspect visuel, tout est relatif. Dans l'ensemble, les nouvelles figurines qui sortent là chez Games, elles sont quand même assez incroyables esthétiquement. Et surtout, ça reste en fait proportionnellement à l'unité des figurines qui restent moins chères que des équivalents hyper jolis chez d'autres producteurs, d'autres faiseurs de figurines. Donc voilà. Là, et a été annoncé hier toute une série de nouvelles figurines, et notamment un héros de Slaanesh à pied, un humain, avec des cornes et tout ça. Et il y avait un mec sur Facebook qui disait de toute façon, il ressemble à un méchant de Senseiya. Et alors, de toute façon, les héros de chez Slaanesh, ils ont toujours ressemblé à des personnages de Senseiya. C'est le concept. C'est de faire des personnages androgynes. Des personnages qui soient de type masculin et féminin, ou des types féminins masculinisés. Donc de toute façon, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, que fonctionnent les humains de chez Slaanesh. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois définir, ou qu'est-ce que tu crois annoncer en disant que le mec il ressemble à un personnage de Senseiya? Ça a toujours été le cas. Sauf que là, en plus, la figurine, elle est vraiment classe, quoi. Elle est vraiment classe. T'as envie de la prendre pour en faire un méchant de jeu de rôle, et de l'interpréter en faisant en mettant ta main sur le côté, comme les poufias dans les animés qui font leur pain bêche. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment... je m'emporte toujours contre les gens qui balancent des grandes phrases un peu stupides, je trouve stupides, comme s'ils annonçaient une espèce de vérité incroyable et qu'ils avaient tout compris au jeu, à l'univers et au concept des figurines, etc. Bref, comme s'ils avaient tout... Voilà, cette espèce de façon de sortir un objet... une idée ou ce que vous voulez pour la mettre dans une petite boîte et du coup la réduire au concept de cette petite boîte. Je trouve ça très 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 désagréable. C'est quelque chose qui m'énerve. Peut-être que moi-même, sans m'en rendre compte, des fois je le fais. N'hésitez pas à me le dire quand je le fais. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est quelque chose que, lorsque les autres le font, qui
qui m'agace beaucoup. Voilà, j'aime pas du tout qu'on mette les gens dans des petites boîtes, ou qu'on mette les idées, des théories, des concepts dans des petites boîtes, qu'on les réduise à quelques petites phrases bien senties. C'est justement l'un des arguments qui fait que il faut faire très attention quand on utilise la comparaison, ou quand on utilise l'image pour argumenter un sujet. Quand on est dans un débat, eh ben, il faut il faut faire son possible pour limiter le concept de la comparaison et le concept de l'image pour argumenter, parce que en fait, on détruit l'objet argumentaire, véritablement. Je pourrais vous... Alors pardon, j'ai tapé dans mon micro avec mon... Désolé. Alors... Il me faudrait du blanc. J'en ai acheté du blanc, il me semble. Où est-ce qu'il est, mon blanc? Je suis sûr d'en avoir acheté. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon blanc? Il est là. C'est ça. Base Corax White. Voilà. Alors, je l'ai jamais ouvert. Voilà. On va ouvrir ensemble le Corax White. Et vous allez voir, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est que je ne vais pas changer mon eau. Mon eau avec laquelle j'ai fait du je sais plus quoi. Et pourquoi je vais pas la changer? Je vais pas la changer parce que ça me dérange pas du tout que ça salisse un petit peu mon blanc et de ne pas avoir un blanc trop pur, parce que ça va correspondre. Là, je vais faire les poils de la crinière de la bestiole. J'ai encore oublié son nom. Et on va essayer d'être propre avec nos expressions. Hein. Comment elle s'appelle, cette bestiole, déjà? La manticore, c'est ça. Donc, voilà, ça me dérange pas de la salir un petit peu, de salir mon blanc. Oula, j'aime pas le bruit de ce que ça fait. J'espère que c'est pas un gros paquet que j'ai tout solidifié que j'ai à l'intérieur. Ça ressemble un petit peu à un gros paquet, mais ça, bon, c'est pas grave. Allons-y. Faisons ses poils. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone, il vibre encore? Faisons ses petits poils. Qu'est-ce que je vous disais, là, avant de vous parler? Ah oui, je vous parlais des figurines de Slanesh. Avant ça, je vous parlais des... figurines qui méritaient d'avoir des règles améliorées. Toujours The Forest. Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on passe? Pourquoi ils me parlent de The Forest, les amis? On a joué hier soir avec les potes à The Forest et je les ai pas streamés, bien entendu, parce que c'est pour que ça reste un peu... Pour eux, ça les regarde... Enfin, voilà, ça les concerne pas, mes activités. Ok. Oh. Ces idiots me proposent de prendre des vacances, ils sont fous ou quoi? Alors, après avoir fait les poils blancs, je pense que je m'attaquerai aux cornes. J'aime bien faire les cornes en général. Hop là, hop là. Oh là là, extraordinaire. Écoutez, si ce live a pu vous faire découvrir un petit peu de Brahms, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est tout l'intérêt. En vrai, la peinture, tout ça, le hobby, les commentaires sur l'analyse des factions, des figurines, nos idées, nos opinions sur ce qui pourrait être fait ou pas. On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est Brahms, les pianos et l'orgue.
Hop là, on va bien lui faire son col pour ne pas avoir un trou qui changerait de style. Ça, c'est la catastrophe. Alors, je sous-couche systématiquement mes figurines en noir. Systématiquement. Alors que je faisais, mais tout l'inverse. À l'époque de Warhammer Battle, je sous-couchais mes figurines en blanc. Alors déjà qu'aujourd'hui je suis un piètre peintre, mais je vous raconte même pas la capacité de peinture absolument proche du néant que j'avais à l'époque. Et le problème c'est que du coup, on voyait des petits points blancs un peu partout. C'était tout à fait moche. Encore plus moche que ce que je réalise aujourd'hui ici. Bon, après la différence aussi c'est que vous le voyez peut-être pas, mais si j'avais une caméra avec je sais pas, une lentille beaucoup plus précise, en fait je tremble, mes doigts tremblent. Donc c'est ma petite excuse pour dire que je fais du travail baveux. Mais ouais, mes doigts tremblent. Donc voilà. C'est pour ça que ma peinture en général ressemble plus juste à des espèces d'aplats avec un petit peu de la vie par-ci par-là, et sinon le mieux que je peux faire pour agrémenter quelque chose, c'est de faire un peu de brossage à sec sur des poils et des choses comme ça. Mais je mets un point d'honneur à peindre toutes mes figurines moi-même, parce que c'est mon armée, c'est mes choses, c'est mes trucs, donc je les peins. Voilà. Et voilà. Et je n'ai pas de honte à passer d'une figurine à une autre, parce que sinon, en fait, il n'y a jamais rien qui avance, tout simplement. Et, je sais que ça demande à pas mal de gens un peu de courage de se mettre à la peinture, surtout quand on a acheté 40, 50, 60 figurines et qu'on souhaite pouvoir les jouer rapidement, et pour autant il faut les peindre, et les peindre c'est des heures et des heures et des heures d'investissement, quoi, de peinture. Et c'est notamment l'un des objets de ma chaîne, c'est que moi, je ne me limite pas, je ne me limite jamais dans mon temps. Quand j'allume ma caméra, que j'allume mon micro, je ne me limite pas. J'ai toujours aimé suivre les émissions qui étaient longues sur YouTube. Je fonctionne pareil. Souvent, quand je vois une émission qui fait moins de 15 minutes, ça m'emmerde. Donc voilà, j'ai un peu pensé cette chaîne en fonctionnant de la même manière, et en me disant, comme ça, quand vous prenez votre pinceau et votre micro, vous n'êtes pas obligé de regarder ce que j'ai pu proposer comme image. En général, c'est pas foufou. Maintenant, de toute façon, je vais fonctionner un petit peu différemment avec le... Comment ça s'appelle ? Avec le Switch. Mais bon, là, en vrai, là, mes images, ce que je fais, c'est pas incroyable. Vous voyez pas grand-chose de ma peinture. En plus, je me tiens debout en arrière, donc vous voyez absolument rien du tout. Mais ça n'a que peu d'intérêt, en vrai. C'est parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, vous raconter ma vie. Mais il y a peu de chances que vous puissiez apprécier concrètement ce que je suis en train de réaliser. Et même sans doute que... oh là, je viens de baver à mort. Avec votre expertise en peinture, vous devez vous dire, oh, c'est scandaleux ce qu'il fait, c'est scandaleux, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou, on fait pas comme ça, on prend pas la peinture dans le pot comme ça. D'abord on le dilue, on en met un petit peu par-ci par-là sur un support, après on le dilue, et puis on met pas son pinceau comme ça, on fait pas des petits coups comme ça, et tout. Et je vous dirais, mais vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison. Néanmoins, pied en plus, c'est comme ça que je fais. Déjà,
je pense... je dessine... J'ai un niveau, je pense, supérieur au bonhomme bâton. Alors la peinture... Après, on parle là de peinture sur figurines et de détails, hein, en vrai. Soyons honnêtes, hein, la peinture de modélisme, c'est du détail. Hein. C'est du détail. Quand je peins sur toile, je peins complètement différemment. Je peins complètement différemment. Alors... Des poils blancs à l'entrejambe de notre manticore. Et alors c'est marrant parce que, figurez-vous donc que j'en fais un lion blanc. Et en vrai, ce n'est pas tout à fait, d'un point de vue lore, d'un point de vue réel, à son avantage. Parce que si vous ne le saviez pas, eh bien, donc la couleur des poils chez les lions, terriens, eh bien c'est très important. C'est très important, cette pigmentation n'est pas hasardeuse du tout. Et en fait, plus elle est foncée, plus la bête est agressive et crainte par ses congénères. Et du coup, plus elle est claire, plus en fait, on considère la bête comme étant paisible. Et on considère entre eux, hein, quoi, voilà, c'est pas moi qui l'invente. La bête est paisible et en fait aura du mal à se faire respecter, notamment dans les affrontements et les duels entre lions. Eh bien, la couleur des poils a une... prenez les paris, quoi, voilà, vous prenez les paris sur la couleur des poils pour, si vous voulez prendre le lion gagnant, et très 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 souvent, je ne sais pas quel est le taux de victoire exact, mais ce sera le lion aux poils les plus sombres, et à tel point que les lions qui ont une crinière noire, les lions qui ont des crinières très très jaunes, presque blanches, ils s'enfuient, ils évitent le combat. Ils évitent le combat carrément. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait Scar était beaucoup plus dangereux, c'était marqué sur sa tronche, que Mufasa et son fils Simba. Simba qui se tape sa cousine, hein, on est d'accord. Ou sa demi-sœur, en fait, sa demi-sœur. Pas sa cousine, sa demi-sœur. Enfin bon. D'ailleurs, ça me fait toujours marrer. On est d'accord que le félin le plus gros du monde, c'est le tigre. C'est le tigre, sans aucun doute. Et il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais du coup, qu'est-ce qui se passe si on fout un tigre et un lion en face à face? Qui c'est qui gagne ?» Il y a toujours quelqu'un pour dire « Ouais, de toute façon, chez les lions, ceux qui font la chasse et la guerre et tout ça, c'est les femelles. » C'est vrai. C'est absolument vrai que chez les lions... dans les hardes de lions, ce sont les femelles qui chassent. Mais c'est parce que les lions sont des bestioles extrêmement territoriales qui n'ont qu'un seul concept, c'est d'affronter d'autres lions. Donc je ne pense pas du tout qu'un tigre, aussi territoriaux qu'il puisse être, aurait la victoire assurée, même s'il pèse plus lourd qu'un lion. Sachant que en fait, l'idée, c'est que les lions sont aussi des créatures qui sont assez grosses et assez lourdes. Hein. Je pense qu'ils j'en sais rien, mais je pense qu'ils atteignent aisément les 400 kilos, tout comme les tigres. Du coup, je suis pas certain que... effectivement, une lionne n'aurait aucune chance face à un tigre, ou une tigresse, hein, soyons d'accord, hein, parce que les tigres et les tigresses sont des animaux aussi territoriaux l'un que l'autre, puisque ce sont des animaux qui ne vivent pas en large communauté comme les lions. C'est des animaux de territoire, que ce soit tigre ou tigresse. Donc de toute manière, je pense que le lion mâle, tout à fait apte à affronter et à battre un tigre en combat singulier. Bon, après, on dérive dans ces discussions, mais le poids
est toujours déterminant en confrontation physique. C'est pour ça qu'on a des catégories de poids aussi restrictives et aussi restreintes en sport de combat. 5 kilos, 5 kilos de différence entre deux humains, c'est la différence entre victoire et défaite, sachez-le. Bon, ça a été moins le cas au MMA quand est arrivé des sports des techniques de maîtrise au sol qui ont été popularisées par le jiu-jitsu et spécifiquement le jiu-jitsu brésilien. Mais en boxe, en l'occurrence, où justement on rigole pas sur les confrontations et tout, à ce niveau-là, le 5 kilos de différence fait la différence. Bon, après, il y a l'expérience, il y a tout ça, on est d'accord, bien sûr, mais on va dire à sportif, à athlète égal, 5 kilos de différence fera la différence entre victoire et défaite. Après, j'ose imaginer que plus on monte en poids, plus en fait cette marge s'élargit. Et donc je pense que quand on est en train de confronter des bestioles qui font 400 kg, c'est pas 5 kg de différence qui feront faire la marge, c'est plutôt 10-15, peut-être 20. Peut-être 20 kg de différence qui feront la marge. Voilà. Là, vous êtes content de suivre mes élucubrations un petit peu stupides. Je sais pas plus combien de temps. Quand je peins, on perd un peu. Enfin, quand on peint, on perd. Pardon, je me gratte le nez. 47 minutes. On perd un peu la notion du temps. Je pense souvent mes armées au niveau de la peinture pour l'effet d'ensemble. Comme je vous ai dit, je suis bien incapable de vous sortir une figurine dans un style Golden Demon, etc. Par contre, mon objectif, c'est que mon armée sur le champ de bataille, sur le plateau de jeu, ait un effet de cohérence logique. Et que du regard d'armée, en mettant mon est-ce que je mets mon doigt? Je mets mon doigt là, où est-ce qu'on voit? Où est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, là, ça fait... Ah oui, le champ de... Bon, bref, on s'en fout. Vous m'avez compris, quoi. Que mon armée, elle ait de la gueule sur le champ de bataille, comme on dit, par chez nous. Voilà ce qu'on veut. Bon, alors mardi soir, on va avoir le discours le discours d'un roi. Il aimerait bien, je pense. De Emmanuel Macron, du président, de sieur Emmanuel Macron, sur le déconfinement. Finalement, on aura été confiné l'espace de 3 semaines, c'est ça? Non, il va parler des conditions du déconfinement, donc... on n'est pas fou, en vrai, il sait qu'il peut pas tuer la période d'avant Noël parce qu'économiquement il peut pas se le permettre. Donc en fait il va prendre le risque qu'on ressorte pour faire nos achats de Noël, c'est trop important. Et puis comme ça on va faire nos achats de Noël et puis on va tous se rassembler en famille à Noël. Déjà qu'il a donné le fameux blanc-seing à la SNCF pour que ça puisse tourner pendant les fêtes. Du coup, on va tous se réunir, on va voir nos familles, on va se cracher dans la bouche les uns les autres, et puis on va être reconfinés en février. Parce que le temps que ça fasse effet ça va prendre tout le mois de janvier. Et puis voilà, on sera malade. On sera tous à nouveau dépesteux pour cette fin d'hiver. Et puis voilà.
Alors, je pensais à une couleur de peinture un peu spéciale, là, et je... À quoi je pensais en termes de peinture? À quoi je pensais... Bon, écoutez, on va... Hop là. On va faire les cornes en brun pour commencer, et ce sera la base pour faire un éclaircissement osseux. Où est-ce qu'il est, mon brun? Il est là. Je crois qu'il faut que j'aurais dû en racheter, j'aurais dû profiter que le magasin il est ouvert le dimanche pour aller en racheter. Alors, voilà. Oh, pas fou. Ah ouais, il est tout sec. Il est tout sec. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On va vite s'en rendre compte. Quand je vais appliquer sur une des cornes. Ouais, bah il va falloir faire plusieurs passages. Comment vous faites quand votre peau il s'est asséché comme ça? Comment vous faites? Moi c'est la catastrophe. Hein. Tous mes peaux ils finissent par sécher quoi. C'est... Dites-moi ça. Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi, et pas à cause de moi. Dites-moi ça. Ah ouais, dites-moi s'il vous plaît. Les cornes, enfin pas les cornes, les pots de peinture. Comment vous faites quand ils sèchent? Quel est le produit que vous mettez dedans? Ou peut-être qu'en fait vous peignez suffisamment régulièrement pour qu'il n'y ait pas le temps que ça sèche. Ça serait la bonne technique. Que je passe pas 3 semaines sans ouvrir le 10 pots de peinture. Alors, ce sera chouette si à l'avenir on se fait des petites sessions peinture et discussion le dimanche soir, ça me fera plaisir. On pourra partager notre technique de peinture tous ensemble. Peut-être se mettre à quelques-uns sur Discord en discussion simultanée. Toujours dans ce projet d'échanger nos idées. Alors qu'est-ce que vous pensez de... Comment ça fonctionne ces fameuses... Là, je vous le mets là sous le nez. Du coup j'étais plus du tout dans l'angle de la caméra, mais... vous voyez là ces cornes. Est-ce que ces cornes, c'est des pinces ou c'est des cornes? Hein? Est-ce que c'est... Ça ressemble un peu à des pinces. Comme si c'était des espèces de doigts. Des doigts osseux. Là, est-ce que c'est... Est-ce que la manticore, elle peut actionner volontairement ces espèces de éperons osseux qui sont au coude de ses ailes. Donc, est-ce qu'elle peut actionner ces éperons osseux sciemment, comme si c'était des pinces? Ou est-ce que en fait ça s'agite de part et d'autre quand elle déploie ses ailes, et c'est juste un effet d'intimidation d'avoir des cornes à cet endroit-là? Alors vous allez me dire, est-ce que les sculpteurs de chez Game Workshop, ils ont pensé à ça quand ils ont conçu la bestiole? Je suis pas certain, mais du coup je m'interroge quand même. Est-ce que ces excroissances osseuses ne sont que des excroissances osseuses et donc sont là pour impressionner les autres manticores et toutes bestioles monstrueuses
qui pourraient rentrer sur le fameux territoire des manticores. Hein. On sait que ce sont des bestioles très territoriales, c'est dans leurs aptitudes, donc dans cet univers. Donc voilà, où est-ce que ce sont vraiment comme des doigts de chauve-souris, hein, quelque chose d'actionné, qui peut s'agripper, qui peut pincer, qui peut saisir. Voilà, faites-moi part de vos idées et de vos remarques sur le sujet. Là, pour le coup, ça m'amuse et ça m'intéresse un peu. Non, mais je dis ça comme si ce que vous pouviez dire dans d'autres circonstances ne m'intéressait pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Ça m'intéresse jamais, en fait. Je m'en fous complètement, puisque tout ce que j'aime, c'est m'écouter parler. Et voilà, en une phrase, il vient de réduire à néant ses chances de créer une communauté autour de sa passion. Brahms, y'a que toi qui me comprends, du fin fond de ton mausolée. Alors, est-ce qu'on est arrivé au bout? Ah non, on n'est pas arrivé... Si. Ah mais je crois qu'on a fait le tour, on a carrément fait le tour de tout... Parce que là, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 56 minutes. Ah non, le total fait 95 minutes. Donc peut-être que non. Non, on n'a pas fait le tour, excusez-moi. Vous n'avez pas eu la chance encore d'arriver jusque-là. C'est les premières fois que vous entendez ces morceaux-là. Qu'est-ce que je peux vous faire écouter pour la suite comme musique de qualité? Vous voulez qu'on se fasse un blind test de musique d'intro et d'outro d'animé japonais? Je suis sûr que c'est une évidence même, vous êtes des experts en la matière. Vous êtes... Vous voulez qu'on parle de ça? Hein, des petits blind tests. Quel est le prénom de MacGyver? Si je vous mets les 3 premières notes de la musique de MacGyver, est-ce que vous reconnaîtrez qu'après ça va faire... Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé le MacGyver New Generation? Il paraît que c'est pas ouf. Pourtant, je constate qu'il y a eu plusieurs saisons. Moi, la série qui m'a agréablement surpris, là, c'est les nouvelles aventures de Sabrina, qui est incroyablement plus sombre et plus violent que ce qu'était la série originale. En fait, c'est beaucoup plus proche de ce qu'est le comics, en termes de violence et d'ambiance morbide et tout ça, hein, c'est beaucoup plus trash. Je veux dire, moi je me souviens qu'à l'époque, dans la série, les fameuses tantes de Sabrina, elles faisaient des blagues en disant qu'elles avaient trouvé leur dernier encart appétissant et des choses comme ça. Puis quand on était gamin, on comprenait pas trop, on disait « Ah, elle a fait une blague sur le cannibalisme !» Bon bah là, effectivement, dans cette série-là, elle les bouffe, hein. Les sorcières sont des cannibales, voilà, c'est comme ça. C'est un fait et c'est assumé. Et non, j'ai trouvé ça surprenant. Après, d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que cette musique-là, Sabrina, ça m'a fait découvrir la BO. La BO, elle est super sympa. La BO est super sympa, et d'ailleurs, il y a pas mal de titres qui sont issus de répertoires de chansons et de chanteurs italiens, qui n'étaient pas du tout un style voilà, une espèce de chanteur guitare variété italienne, et des morceaux très sympas. Des morceaux très très sympas. À l'occasion... Allez chercher sur YouTube la BO de Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina. Et ben, il y a des morceaux, des chansons qui sont très très sympas, assez entraînantes et tout.
ce mix piano et orgue incroyable. Incroyable. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de faire un concerto pour deux instruments qu'on pourrait croire être si proches dans leur fonctionnement et en fait qui sont finalement si différents, puisque l'orgue n'est pas un clavier, n'est pas un instrument à cordes à cordes frappées, mais c'est un instrument à vent. C'est proprement fabuleux d'avoir mixé ensemble ces deux instruments. On peut dire que le piano est un petit peu le roi des instruments, hein, mais l'orgue sera jamais l'empereur des instruments. Il est au-dessus des autres, hein, l'orgue, par sa taille et par la quantité de sons, la variété de sons qu'on peut faire avec. Hein. L'orgue, il a été conçu, pour que vous le sachiez, pour pouvoir être à lui seul un orchestre. Un orgue, en fonction de tout ce que... En fait, il y a des petites pipettes sur les côtés, des espèces de petits boutons. Et en fonction de ce qu'on actionne, ça va ouvrir et fermer des soufflets dans les tuyaux qui vont en fait donner accès à des tuyaux plus courts ou plus longs, et pour permettre justement de simuler les trompettes, les instruments à cordes, les instruments, les bois, donc les cuivres, je parlais des trompettes, mais les cuivres, hein, soyons plus larges. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne dans l'idée, dans la théorie, un orgue. C'est ce qu'on attend de l'orgue. Quand on compose pour l'orgue, on compose avec le souhait d'utiliser toutes ses capacités musicales. On n'est pas là pour se dire on va faire 3 bouts de chouin-chouin qui vont siffler dans 2 tuyaux, quoi. Non, on est là pour exploiter... on fait des pièces pour exploiter la totalité de ce que peut faire un orgue. Voilà. Je vous avais dit qu'on reparlerait à un moment donné des Slaves to Darkness. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur les Slaves to Darkness ? À part que c'est une armée qui, de mon point de vue, et reste d'un point de vue des règles, à magnifier. Ouais, si, il y a un dernier point au niveau des règles. Pourquoi ne pas avoir tout simplement dit que les unités de cultistes, là, elles étaient tout simplement du chaos universel. Le simple fait, en fait, qu'elles n'aient pas de marque, du tout, ça les... ça, d'un point de vue de synergie dans tout ce Battle Tome, ça les fout dans la mouise. Mais franchement, ça les met dans la mouise. Ça les rend vraiment peu jouables. C'est vraiment dommage. Il fallait juste dire qu'elles étaient cantonnées au chaos universel et c'était tout. C'était logique. Chaos universel, entre guillemets, c'est Archaon. Justement, ils ne font le choix de aucun dieu puisque leur objectif, leur dieu vivant, c'est Archaon. Donc voilà, chaos universel pour les cultistes, et c'était très bien. Et comme ça leur permettait de recevoir quelques petits bonus de la prière, et être intégré dans certains bataillons ou trucs comme ça. Et ben non. Les pauvres, quoi, on les a foutus dans le Battle Tome, mais vraiment à la fin, quoi, comme des laissés pour compte. J'ai trouvé ça trop dommage. Trop dommage. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi trop dommage que dans le bouquin, la gloire de l'élu éternel, ou je sais pas quoi, la colère de l'élu éternel, le fameux bataillon de Be'lakor, dedans n'apparaît pas les harpies, ou les furies. Et alors que pour moi, les furies, c'est vraiment des espèces de démons de base de Be'lakor, quoi. C'est des démons de l'ombre, comme lui. Donc j'aurais trouvé ça hyper intéressant qu'il y ait dans les aptitudes de ce bataillon quelque chose qui les booste, qui les rende un peu plus intéressantes sur le champ de bataille, ou un truc comme ça. Parce que là, effectivement, comme l'a dit Pride lorsqu'il a présenté le Battle Tome, c'est des unités qui servent juste à faire de l'occupation d'objectifs, de la prise d'objectifs rapidement pour faire chier l'adversaire. Bon, du coup,
je crois que c'est très clair, hein. On va avoir nos fameux morts-vivants pirates. Je crois que c'est un petit peu ça, là, ce qui est en train de se profiler. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est ce que tout le monde a l'air d'attendre avec impatience. Et alors peut-être que c'est le Covid qui fait que les rumeurs, il y a 1 an exactement, on s'attendait à ce que là pour décembre sorte le Battle Tome de Vampire, qui mettrait en valeur Manfred et Neferata, puisque comment il s'appelle, le premier des mortards, j'ai oublié son nom, et ben machin, il est maintenant mis en valeur par l'armée d'élite des morts vivants. Attends, je vais aller brièvement parce que ça m'agace de chercher les noms des bonhommes. Hop là, on va revenir. Alors on ferme le chaos, et on ouvre la Death. Donc voilà, les Ossiarch Bone Reaper, puisque maintenant ils mettent en valeur le mortard de la mort, Arcane, Mortar of the Black Sacrament, et du coup, eh bien, comme c'est également aussi l'armée qui met en valeur, comment il s'appelle, le dieu Nagash, eh bien, l'armée Légion of Nagash, entre guillemets, tombe un peu en désuétude, parce qu'elle elle manque de personnalité, entre guillemets, à elle-même, et la fameuse Légion du Sang et tout ça, et du deuil... Non, le deuil, c'est Nighthawk. La fameuse Légion du Sang et les trucs de vampires, donc de Manfred et Neferata, eh bien, ils auraient le droit à leur propre Battle Tome qui mettrait en valeur ces vampires et tout, et qui remettrait au goût du jour, du coup, les zombies. Les zombies, les loups, les chauves-souris, ces trucs-là, quoi, cette espèce d'aristocratie dégénérée des morts-vivants. Plus proche de ce que c'était à l'origine à l'époque de Warhammer Battle. Donc tout le monde attendait ça, tout le monde attend ça. Clairement, je pense que là, si ça sort pas... Bon, a priori, on l'aura pas pour décembre, parce que les effets du Covid se font sentir sur la production de Game Workshop. Mais ça, je suppute qu'effectivement, pour décembre, pour Noël, ça va être compliqué. Mais j'ose espérer qu'on l'aura du coup pour le début d'année. Et je pense qu'effectivement, si la prochaine armée qui sort, officiellement, le prochain Battle Tome qui sort, ce n'est pas ça, les gens qui suivent de près les rumeurs et tout ça, je pense qu'on va être très surpris. Je pense qu'on va être très surpris de ne pas avoir ça. On verra bien. Écoutez, maintenant on verra bien. Mais vous allez me dire, encore une armée qui aura un super cachet sur la table et qui sera trop stylée, si en plus ils appuient sur le côté pirate. Ce serait vraiment cool. Après, ce que je trouve drôle, c'est que là, il y a quand même, parmi les choses qui sont proposées, je pense qu'il y a du Skyvance aussi qui s'avance. Je pense qu'on va avoir des nouvelles unités Skyvance, je vais honnêtement. On va avoir de nouvelles unités Stormcast, c'est sûr et certain. Alors je sais pas si ça va être un nouveau héros ou juste un héros un peu sorcier avec un bâton sympa, parce qu'on a vu ce bâton. Ou est-ce que ça va être... comment ça s'appelle, une unité complète, quoi. Une unité complète. À voir. Vous allez me dire, est-ce que les Stormcast ont besoin actuellement de nouvelles unités et de nouvelles... et d'un nouveau héros? Pas nécessairement. Moi, ce que je me dis qui pourrait faire du bien aux Stormcast, c'est un bâtiment. Ça pourrait être stylé d'avoir une espèce d'effigie ou je sais pas quoi. Et un truc qui a un peu de gueule. Ou une deuxième machine de guerre. Une deuxième machine de guerre, ça pourrait être stylé. Un canon. Ou un truc dans le genre du canon.
Ça pourrait être stylé. Je sais pas si la façon dont je peins, je tiens mes figurines, fait sens, mais écoutez, je ne monte jamais mes figurines entièrement. Je les monte toujours environ aux 2/3 quand je suis en train de les peindre, parce que je déteste ne pas avoir accès à certaines zones aisément quand je peins. Déjà que je tremble, alors si en plus je me mets à peindre partout autour de là où je veux atteindre, parce que le truc il est renfoncé entre le bouclier, le bras machin et tout, c'est insupportable, je peux pas. Si la figurine a un bouclier, je peux vous dire que il va être peint et collé au dernier moment. Enfin, peint pendant le reste, mais il va être collé en dernier. Pareil, dans la mesure du possible, la cavalerie, je peins la monture d'un côté et le cavalier il est collé après. Et puis, s'il faut faire des petits raccords de peinture, je le ferai à ce moment-là. Mais là, pareil, la tête, étant donné les poils et tout, hors de question de la peindre directement collée. Hors de question de la peindre directement collée. Et là, on remonte dans le ton. Alors c'est difficile parce que en fait, je ne peux pas bien percevoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement reculer ce morceau-là qui est trop beau, c'est trop stylé. Hop là. Je vous montre le son tellement c'est stylé. Alors je rebaisse le son pour vous reparler. Je ne sais pas si vous avez calculé un petit peu là, les deux envolées lyriques qu'on vient d'avoir à la suite. La première, elle avait un côté... Attendez, je vais remonter un seul, celle-là vous ne devez pas entendre grand-chose de la musique, mais la première, elle avait un côté un petit peu... comme pas négatif, mais sombre dans son envolée lyrique. Et la seconde, elle avait quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'est incroyable, alors que pourtant, à peu de choses près, c'était les mêmes notes qui étaient jouées. Et ça, voilà... Voilà, saluer le travail de Brahms. Saluer son travail.
21h32, donc ça fait combien de temps que je suis... 1h15 que je suis en train de streamer l'avancée de ma peinture. Vous avez vu comment c'est chronophage, c'est incroyable. Hein. J'ai fait une aile recto verso, un peu de blanc sur les poils, un petit peu de brun sur les excroissances osseuses. Ah là là. C'est... Et on vient de finir le second mouvement, non, le premier mouvement du second concerto. On vient de finir le second mouvement du premier concerto. Louis. Pardon, Ezor. On vient de finir le... On attaque maintenant le deuxième mouvement du deuxième concerto. Voilà. Alors j'ai reçu un message d'un ami qui est passé brièvement sur le stream tout à l'heure qui me disait ils sont affreux les derniers pots de Game Workshop, ça sèche facilement. Tu peux soit utiliser du médium dans le pot, je me souviens plus du nom du médium chez Game Workshop, mais tu trouveras aussi bien meilleur à moins cher, oui. Sinon j'ai mis des petits écrous dans mes pots, ça facilite grandement le secouage et ça a bien allongé la durée de vie. Ah, d'accord. Bah écoute, mon cher ami Reno, moi j'ai effectivement d'autres pots de peinture qui sont très très bien, qui sont les pots de la marque Amsterdam. Voilà, je vous les montre. Les pots de la marque Amsterdam, voilà, qui sont donc de l'acrylique standard, eh bien, ils sont super. Je les aime beaucoup. Le seul souci, c'est que ce sont que des layers. Malgré leur embout rouge, tel qu'on connaît chez Games qui en font des bases, ce ne sont que des layers. Et voilà, ça veut dire qu'il faut pas... Voilà, on va se retrouver à faire 4-5 couches si on va avoir quelque chose de profond en termes de couleur. Par contre, ça veut dire que très aisément, on fait naturellement des jolis lavis, des jolies couleurs. Et je trouve que les couleurs sont très beaux. Les bleus et les verts permettent de faire naturellement des gemmes très très sympas dès qu'on peint sur une couleur métallisée, que ce soit de l'argent, un fer bien tenu ou de l'or. On obtient immédiatement une espèce de gemme ou une pierre de valeur, quoi, une pierre précieuse immédiatement très sympa, d'une couleur plus ou moins unie en fonction à quel point on a souhaité appuyer son layer, quoi, de ces pots de peinture. Absolument, et du coup on les achète en papeterie. Mais j'essaye malgré tout de faire un maximum de choses avec les pots de peinture de chez Games. Non pas que je sois un espèce de trou de balle de fanboy des produits Games, hein, pas du tout. Personnellement, je suis surtout également un fanboy incroyable de ce que faisait Rackham avec Confrontation à l'époque. Mais j'essaye de bosser avec ce qui est mis à notre disposition pour les figurines et tout ça. Je sais pas, c'est un peu bizarre comme concept, comme façon de réfléchir, vous allez me dire, hein, peut-être que je suis pas très très malin. Bon bah écoutez, là j'ai fini ça. Hop là, je vais en profiter pour peindre ça. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur rose et jaune ? Eh bien, cette horreur rose et jaune, c'est le fameux Carcadrak des Slave to Darkness, que j'ai peint en rose et violet, jaune, tout ça, telle la fameuse vipère aspic africaine, la vipère arboricole. Et voilà, je voulais obtenir quelque chose de très lumineux, avec en mettant dessus un chevalier du chaos, enfin un seigneur du chaos, pareil avec une armure d'argent et d'or très lumineuse
pour toujours dans ce concept de faire des Slave to Darkness dans un style lumineux. Et voilà. Et voilà. Donc ça, je serais très content quand j'aurais réussi à obtenir quelque chose de... ce fameux effet d'ensemble d'armée, ce style positif. Ouais. Bon, bah, on est quoi, à 1h20 de vidéo de peinture. Je me dis que je vais pas vous saouler indéfiniment avec cette espèce de logorée interminable. Je pense que je vais m'arrêter là. Alors moi, je vais peut-être pas forcément m'arrêter là pour la peinture sur cette soirée, mais je me dis que vous, au niveau d'une vidéo à suivre, même si vous êtes en train de peindre et que vous m'écoutez parler et tout ça, eh bien, voilà, vous en avez sans doute plein le cul, si je puis me permettre l'expression. Et du coup, comme ça vous donne une idée du genre de dimanche soir que je peux vous proposer à l'avenir sur cette chaîne Twitch. Et voilà. Et voilà. Je vous salue, très chers auditeurs, très chers spectateurs. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon courage pour cette reprise d'activité demain, de lundi. Il est 21h38 et je vous remercie pour votre attention. Ciao.